Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Nelly Sanoussi, avec qui nous allons parler de son roman dystopique « Demain, la lune sera rouge ». J'en profite pour remercier ta maison d'édition Beta Publisher de m'avoir invité le 8 mars 2024 à la soirée de lancement de leur nouvelle collection Azaé, à sexe égal, dont ton livre fait partie. Du coup, Nelly, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Merci de me recevoir sur ton podcast. Donc je suis Nelly Sanoussi et je suis écrivaine et mon roman Demain la lune sera rouge sortira bientôt en septembre. Voilà. Ok, après, pour resituer pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que l'épisode de podcast sera plus publié vers décembre, janvier, donc au moment de la sortie de l'épisode, le livre sera déjà disponible et prêt à être acheté en tout cas. Exactement. Bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et je te propose de pitcher ton roman Demain la lune sera rouge pour les personnes qui nous écoutent. Bon, c'est un exercice qui est un petit peu difficile, hein. Je pense que les écrivains en général ont toujours un peu de mal à parler de ce qu'ils ont écrit, hein. Pourtant on le connaît par cœur, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Donc je vais essayer de faire court, hein, de laisser du suspense, voilà, pour que les gens qui vont le lire puissent découvrir toutes les intrigues dans ce roman. En tout cas, c'est une dystopie. Alors, féministe, on est en 2095 et les gouvernements ont été renversés et c'est une société matriarcale qui a pris place. Donc, les hommes sont relégués au rang d'êtres inférieurs. Ils sont sous inhibiteurs de violence et donc ce sont les femmes qui gouvernent. Évidemment, ce sont des femmes qui gouvernent, donc on peut imaginer que toutes les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui, telles que les problèmes qui sont liés au réchauffement climatique, les guerres, la famine, tout ça, voilà, a été en tout cas résolu au moins en partie, parce que bon, on sait très bien que tout ce qui concerne le réchauffement climatique, on ne peut pas résoudre ça en un claquement de doigts. Mais en tout cas, on a bien avancé sur le sujet et tout ce qui est, voilà, violence, famine, tout ça, c'est terminé. Et évidemment, pour pouvoir maintenir cet état de paix, l'amour entre hommes et femmes est proscrit. Voilà. Sauf qu'effectivement, dans ce monde idéal, il y a certaines femmes qui enfreignent les règles et voilà, dont certains personnages qui ont voilà, des envies d'amourette ou pour une en particulier, une liaison avec un homme prostitué. Il va y avoir un meurtre, un enlèvement d'hommes dont fait partie effectivement l'amant en question, cet homme prostitué et il y a une enquête qui va commencer et cette enquête va révéler des secrets, de sombres secrets en tout cas qui vont remettre en question cette société matriarcale. Voilà. Wow, merci pour la présentation, ça donne vraiment très envie de le lire parce que il se passe plein de choses, c'est un peu aussi un mode thriller où il y a des enquêtes policières et ça donne un petit côté, enfin ça fait dystopique et policier, si on peut dire. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que, il y a ce côté très sombre qu'on rencontre, hein, dans les dystopies et voilà, l'intrigue, le fil principal, c'est cette enquête qui va permettre justement, de révéler effectivement ces choses qui sont cachées voilà et de comprendre aussi comment on en est arrivé là. Parce que en tout cas, mon but, c'était de développer une société matriarcale, mais il faut aussi comprendre pourquoi on en arrive là. Et c'est vrai que ça résonne, en tout cas pour moi, quand je l'ai écrit, ça résonnait avec le monde dans lequel on vit actuellement, où on voit qu'il est difficile, hein, de pouvoir obtenir cette égalité que l'on souhaite, l'égalité de traitement, l'égalité de salaire, enfin voilà, de pouvoir faire disparaître toutes ces inégalités qui existent entre les hommes et les femmes.
et pas que d'ailleurs, hein. Mais voilà, donc c'est effectivement, j'ai voulu, heu, rentrer, voilà, développer ce monde-là, me dire: «Mais qu'est-ce qui se passerait si c'était les femmes qui étaient au pouvoir?» Mmh. C'est ultra intéressant ce que tu nous dis et ça me rappelle ton intervention chez Beta Publisher que tu disais en fait que tu avais fait une sorte de plan d'action et que limite si on voulait prendre en charge ce plan d'action et l'appliquer dès maintenant, on pourrait se diriger vers une société matriarcale. Donc je trouvais ça assez dingue. Exactement, surtout qu'effectivement, quand on comprend l'histoire, on comprend qu'effectivement le renversement, des gouvernements actuels a eu lieu en 2027. Donc c'est assez proche. C'est assez proche. Donc bon, voilà. Ouais, non, c'est hyper, ça donne trop envie de le lire, parce que enfin, toute la question, on va dire, que tout le monde se pose, entre guillemets, de comment on fait pour avoir plus d'égalité entre les femmes et les autres, comment on fait pour qu'il y ait de l'impact, pour que ça arrive rapidement, parce qu'en plus, si on écoute les statistiques, rien qu'avec ce qui s'est passé avec le Covid, les droits des femmes et tout, elles ont encore reculé dans le monde, et l'égalité, ça mettra plus de 100 ans à être intervenu, enfin, à intervenir plutôt, et du coup, là, en 2027, donc quelques années, dans 3 ans, bah, c'est possible. Donc, franchement, ouais, j'ai très envie de le lire. Enfin, c'est vrai qu'il est pas encore disponible au moment d'enregistrement de l'épisode, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intriguant. Oui, c'est vrai que toutes les personnes effectivement à qui j'en ai parlé, sont intriguées. Alors j'ai mes bêta lectrices, hein, qui ont lu, voilà, le premier jet et puis après les corrections. Elles m'ont dit: «Mais comment, tu as pu imaginer ça?» et elles se sont retrouvées en se disant: «Mais, voilà, ça donne envie de lutter». Ça donne envie de lutter, vraiment, voilà, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des choses qu'on continue de laisser passer. On continue de laisser passer, on vit dans une société patriarcale et c'est vrai que, ben, nous les femmes, on est nées dedans et il y a des choses qu'on accepte encore. Alors il y a de plus en plus de choses qu'on accepte moins, on se bat pour et ça c'est génial et il faut qu'on continue de se battre pour. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, qui sont, presque automatisées, et que l'on accepte et c'est vrai que bon, ben, ce roman, bouscule un petit peu, voilà, la réalité dans laquelle on est et ça a fait prendre, bon, certaines, voilà, on prend conscience de certaines choses en tout cas. Je n'en dis pas plus pour laisser du suspense, mais voilà, en tout cas, j'ai hâte qu'il sorte et que, beaucoup de personnes l'aient entre les mains et voilà. Bah, j'ai hâte moi aussi. C'est vrai que forcément je me pose la question de comment du coup tu as réussi à créer, cet écosystème, qui est du jamais vu. À part quoi que je sais il existe des régimes matriarcales, dans le monde. Je sais pas, est-ce que tu t'en es inspiré? Est-ce que c'est ta propre réflexion? Surtout qu'en plus c'est une réflexion qui est au-delà, enfin c'est du politique, du géopolitique, enfin c'est des choses, très complexes et du coup comment, ouais, c'est vrai que ça m'intéresse de savoir, quel a été ton cheminement et comment tu as fait, bah, du coup pour recréer cet univers et même sur quoi tu t'es basé. Est-ce que je sais pas, tu as fait, des cartes, pour représenter ton univers? Est-ce que tu as fait, des fiches, enfin des choses comme ça aussi? Je me dis ça peut être chouette, de connaître, les petites coulisses. Les petites coulisses, effectivement. Alors pas du tout. Pas de cartes, pas de plan. Souvent, les auteurs, parlent d'architectes et de jardiniers. Voilà. Moi, je suis plutôt une autrice, une jardinière. C'est-à-dire qu'en fait, les idées me viennent au fur et à mesure. Je ne fais pas de plan. Parfois, je connais la fin pour certaines histoires. J'avais écrit un premier roman, alors qui n'a pas pu être publié, voilà, c'est une autre histoire. Mais effectivement, je connaissais la fin et je suis partie de la fin pour, écrire mon roman. Et ce roman-là, je l'ai pas du tout abordé de la même façon. Pour la petite histoire, en fait, je regardais une série. Je suis très, fantastique horreur. Ce sont mes genres de prédilection, littéraires et cinématographiques et je regardais, au mois d'août, voilà, à la maison, une petite série, sur, Amazon Prime, bon, qui a une série d'anthologie, donc des épisodes indépendants les uns des autres. Et dans cette série, je tombe sur le personnage, en tout cas, j'entends parler de Lilith et ça m'intrigue. Je me dis: «Mais, alors Lilith, c'est un démon un démon ou une sorcière, je sais même plus très bien, dans l'épisode» et je me dis: «Tiens, je vais aller regarder, Lilith» et je découvre que alors Lilith aurait été, d'après la tradition hébraïque en tout cas, la première femme d'Adam. Donc je me dis: «Quoi?»
incroyable comme histoire et donc je continue mes recherches sur Google et je découvre effectivement que c'est la première femme d'Adam, donc qui a été, taillée, dans la glaise, tout comme Adam, donc qui était son égale et qui refusait de se soumettre. Colère d'Adam et de Dieu, hop, banni, du paradis, enfin du jardin d'Éden et reléguée aux enfers et après on crée Ève à partir de la côte d'Adam et je me dis: «C'est marrant» parce que finalement, qu'on soit croyant ou pas, l'histoire d'Adam et Ève, c'est une histoire qui est mondialement connue. Sauf si vraiment on vit dans un endroit très reculé, mais en général, les gens, voilà, qu'ils soient croyants, pratiquants, qui athées, voilà, qui ne croient pas du tout, voilà, c'est une histoire qui est connue et je me dis bizarrement, on n'a jamais entendu parler d'Élise. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc je me suis dit: «C'est assez intéressant comme histoire de se dire: "Mais tiens, ça veut dire que finalement, la première femme, aurait été oubliée parce qu'elle ne voulait pas se soumettre"» et je me dis: «Déjà, ça veut dire que si on part depuis les origines, hein, admettons, ça veut dire que déjà il y a les dés étaient pipés». Les dés étaient pipés et je me dis: «Donc en fait, le patriarcat, c'est depuis le début» et là, je me dis: «Bon, OK». Et en fait, j'ai l'imagination, débordante et j'ai, des paroles qui me viennent en tête. Ces paroles, on les retrouve telles quelles dans le roman. Il y a un passage où effectivement j'ai une sorte de alors je ne sais pas si c'est un chant ou une prière en tout cas, qui est récitée et en fait, je n'ai pas changé, ces paroles qui me sont venues en tête. Elles sont dans le roman, comme, je les ai écrites comme elles sont venues et donc suite à ça, cette découverte-là, ces paroles sont venues et j'ai commencé à écrire et à partir de là, j'ai créé cette histoire-là. À partir de ce personnage que j'ai découvert, Lilith, égale d'Adam et c'est ça qui m'a fait en fait, bah, voilà, écrire toute cette histoire, et après les mots sont venus et voilà, l'histoire s'est construite comme ça. Waouh, c'est hyper puissant! Ah, j'aime trop et je suis vrai que je suis entièrement d'accord avec toi. Même moi, Lilith, si, j'ai appris, son existence, c'était grâce à la sublime BD de Blanche Sabat, Mythes et meufs, parce que du coup, elle parle de Lilith et de plein d'autres, femmes badass, de personnages, inventés comme, Lilith, enfin inventés, ça dépend pour qui, hein, c'est en fonction de ses croyances et cetera, mais c'est vrai que moi je ne crois pas en Dieu, donc c'est quelque chose que moi je dis ça comme ça. Mais du coup, c'est hyper sympa, enfin c'est hyper sympa. C'est hyper chouette que tu puisses la comment dire, la remettre en lumière d'une certaine mesure, parce que c'est vrai qu'elle a été carrément invisibilisée, vu que bah, on parle pas d'elle, on parle que de Ève, et du coup, je trouve ça vraiment chouette ce point déclencheur qui après a permis de bah, dérouler toute ton histoire. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que Lilith, c'est un personnage, est-ce qu'elle est quand même mentionnée dans ton roman ou pas du tout? Oui, elle est mentionnée et d'ailleurs elle est mentionnée, autour de 2 personnages, hein. Cette, 1re femme, hein, Lilith la première femme comme, je l'appelle dans le roman, est effectivement un des personnages, principaux qui porte justement ce prénom-là, en référence, à cette première femme. Donc effectivement elle est mentionnée et son histoire, hein, est mentionnée aussi, enfin l'histoire de Lilith, 1re femme d'Adam est mentionnée aussi dans le roman. Énorme! Bah, du coup, bah, ça donne encore plus envie, de le découvrir. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres histoires du même style que celle de Lilith que tu mets en avant, dans ton roman? Ou c'était vraiment elle, parce que c'était vraiment la révélation de l'injustice qu'on l'ait oubliée? Parce qu'en plus, elle voulait être indépendante alors que, bah, c'est enfin, quelle image après on donne en fait, surtout que si on replace le contexte, si avec les croyances qu'on peut avoir les uns des autres, des choses assez ancrées, on peut se dire: «Non mais en fait, c'est à cause d'Ève que tout est arrivé, enfin tout est de sa faute, alors que bah, en fait il y avait quelqu'un avant elle, et c'est important quand même de remettre l'église au centre du village, comme on peut dire. Exactement et en plus, sur l'histoire d'Ève, hein, moi j'ai avec ma meilleure amie, on a toujours une petite blague, en se disant alors sans vouloir blasphémer pour ceux qui y croient, mais c'est, effectivement, est-ce que c'est vraiment on se pose la question, est-ce que c'est vraiment Ève qui a mangé la pomme ou est-ce qu'elle a couvert Adam? Hein? Parce que c'est une vraie question, en fait. Est-ce qu'elle n'a pas cherché à couvrir Adam? Parce que c'est vrai que c'est ce que
c'est ce qui est enseigné, c'est ce qu'on nous enseigne, en tout cas pour ceux qui croient, ceux qui pratiquent, voilà, la religion, chrétienne, c'est ce qui est enseigné. Et évidemment, c'est enseigné aux personnes qui croient, mais ça voilà, ça résonne, dans plein d'autres, communautés ou cultures, voilà. On connaît tous cette histoire-là. Et finalement, ça justifie, hein, le fait que Ève ait mangé la pomme, ça justifie plein de choses. Ça justifie le patriarcat, ça justifie la place que l'on donne aux femmes, ça justifie la souffrance. Parce qu'il est dit, alors je suis pas une professionnelle de la Bible, mais il me semble et on nous corrigera, hein, je pense par commentaire si je me suis trompée, qu'on n'hésite pas, mais qu'effectivement parce que, elle a mangé la pomme, de la connaissance, heu, elle et Adam ont été bannis du paradis et Ève enfantera dans la douleur et cetera. Donc voilà, toutes les souffrances qui arriveront finalement, sont de son fait, de sa main. Finalement, parce que c'est elle qui a mangé la pomme et c'est elle qui a trahi, en fait, cette confiance, de Dieu. Donc effectivement, le fait, d'accoucher dans la douleur, et cetera, de souffrir et je me dis: «Oh là là» et en fait, en gros, le patriarcat nous dit: «Oui, bon, vous avez, mis le boxon pour rester poli et donc maintenant, les femmes, bon, vous méritez, ce que vous avez» et ça fait des siècles qu'on nous rabâche ça et il y a le côté inférieur aussi parce que, voilà, on doit être soumise à l'homme, aux hommes. Après tout, nous avons été créés à partir de sa côte, de leur côte en tout cas. Donc bon, donc voilà. C'est vrai avec cette petite histoire, ma meilleure amie souvent on rigole de ça et on se dit: «Voilà, est-ce que c'est vraiment, Ève qui a croqué dans la pomme?» Oui, c'est important de faire un pas de côté et de toute façon pour étayer son esprit critique, de voir toutes les possibilités qu'il y a derrière. Surtout qu'en plus, si on réfléchit à cette histoire, si elle avait été racontée, d'une façon complètement différente et ben, en fait, les choses auraient été aussi complètement différentes. En fait, tout est une question de point de vue, de façon comment on interprète, les choses et du coup, moi je trouve ça bien de plutôt de pouvoir avoir sa propre liberté de penser et de pouvoir, en fonction de son vécu, son expérience, qui on est, comment on interprète une histoire. Parce qu'au final, c'est un peu faux, enfin même carrément faux, de vouloir imposer, du coup ça s'est passé comme ça, alors que, on est des êtres humains, on pense pas pareil et du coup on prend ce qu'on a envie de prendre, parce qu'en fonction de ce que ça résonne pour nous, quoi. Tout à fait. Donc, hyper intéressant et du coup, ça me fait penser en question, parce que forcément, c'est une société matriarcale. Et pour les personnes qui nous écoutent, je me disais peut-être qu'ils se poseraient la question c'est quoi la différence avec une société patriarcale? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est moins bien? Donc, je te laisse la parole. Alors, en tout cas, de la façon dont je l'ai pensé, je l'ai pensé en mieux. Je l'ai pensé en mieux. J'ai voulu adopter un point de vue où avec, enfin, dans une société matriarcale, il y a beaucoup de choses qui auraient été résolues depuis un bon moment. J'ai, dans le roman, indiqué quand même que les hommes, gouvernaient, dirigeaient avec leur ego. Alors que les femmes, ont réussi à mettre leur, ego de côté pour pouvoir s'allier et diriger ensemble. Parce qu'effectivement, on est dans une société mondiale. Tous les pays finalement, se sont, alliés pour pouvoir justement, faire naître permettre en tout cas la naissance de cette société matriarcale-là. Alors qu'aujourd'hui on voit les difficultés que les pays ont à communiquer entre eux. On voit justement tous les conflits qui éclatent. Des fois on se pose la question de se dire: «Mais pourquoi on en arrive là?» et effectivement moi j'ai rayé tout ça, dans mon roman. Donc effectivement, je pars du principe que c'est mieux. Qu'on a réussi à résoudre des problématiques qu'on qu'on n'arrivait pas à résoudre aujourd'hui parce on ne se concentrait pas vraiment dessus, on se concentrait sur d'autres choses qui n'étaient pas les objectifs principaux, les objectifs premiers en tout cas. Mais maintenant, avoir une société matriarcale, c'est peut-être aussi, tomber dans certains travers. La question qui se pose dans ce roman, c'est, finalement, est-ce que c'est le genre qui pose problème ou est-ce que c'est le pouvoir qui pose problème?
Et ça, c'est la question à laquelle j'essaye de répondre dans ce roman. C'est vraiment, est-ce que les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, ce sont des difficultés qui sont liées au genre? Le genre, dominant? Ou alors est-ce que c'est simplement, ce que le pouvoir fait quand on le détient? Donc voilà. C'est clairement une question philosophique. Exactement. Waouh! Non, c'est vrai que c'est hyper profond comme réflexion et en plus, ce que j'aime aussi beaucoup avec ton livre, c'est que c'est plus un comment dire? Un livre que je dirais, on va dire «feel good» entre guillemets parce qu'en fait, il y a tellement de romans ou de séries, je sais pas, je pense direct à La Savante Écarlate où c'est tout de suite, les droits des femmes, ils deviennent encore pires que ce qu'ils étaient avant, enfin, c'est un grand n'importe quoi, enfin, ce qui peut arriver, hein, bien évidemment et là, je trouve ça bien parce qu'en fait, ça met une construction d'un nouveau récit de bah, en fait, si des femmes, sont au pouvoir, bah, ça se passe bien et ça, c'est aussi une chose importante parce que même dans notre représentation de la société, bah, déjà en France, hein, on n'a jamais eu de femme présidente. Du coup, c'est aussi difficile, par exemple, pour une petite fille de se dire: «Ah bah, tiens, je veux être présidente de la République», vu que c'est jamais arrivé, jusqu'à présent. Alors que pourtant, si on regarde dans des pays, il y a des mince, je sais plus comment elle s'appelait, la première ministre de Nouvelle-Zélande, bon, elle a démissionné. Je suis très nulle avec les noms, etc. Mais je sais qu'elle, elle était très très bien. Elle avait vraiment remis, enfin, elle était maman, et elle avait fait des choses assez incroyables pour le pays pendant le Covid en plus. Enfin, c'était un super modèle. Et en fait, je trouve que c'est vrai que malheureusement, il y a trop d'exemples de rôles modèles dirigeants bah, masculins en dépit de rôles modèles féminins dirigeantes. Et comme tu dis, euh, les hommes et femmes ne dirigent pas pareil. Et c'est aussi important de valoriser le fait que bah, nous, les femmes, on a des compétences propres à nous, bah, comme les hommes ont des compétences propres à eux, mais que c'est aussi bien de les mettre en lumière, surtout qu'en plus, il y a plein d'études, enfin, je pourrais mettre des noms dans les descriptions qui montrent que par exemple les femmes, si elles veulent investir dans leur argent, ben, en fait elles l'investissent mieux, elles l'investissent dans des projets à impact. Quand il y a plus de femmes dans les entreprises, bah, ça se passe beaucoup mieux, il y a plus de productivité, enfin il y a plus de chiffre d'affaires, parce que de toute façon hein, les entreprises ils veulent de la moula quoi. Donc il y a plein de preuves et pourtant on est toujours en train de se dire ah ouais je sais pas trop, est-ce que c'est une bonne idée? Non, non, mais c'est vrai et en fait, j'avais une discussion en plus, cette semaine avec, un collègue et qui me disait justement, «Oui, mais c'est vrai que les hommes, font ça, font ce type de choses un petit peu enfin d'une meilleure façon et puis les femmes aussi, elles font ça d'une meilleure façon» et je lui demandais si c'était vraiment ça ou si on se mettait nous-mêmes inconsciemment dans certains rôles. En se disant: «Je suis une femme, donc je fais ça mieux que les hommes» ou alors: «Je suis un homme, donc il est sûr et certain que je fais ça mieux que les femmes». Est-ce que finalement ce ne sont pas des rôles qu'on se donne de façon inconsciente, alors que peut-être que finalement on pourrait faire les choses de la même façon? Alors, peut-être avec un travail aussi, évidemment, on n'a rien, sans rien, il faut bosser derrière, mais peut-être que du coup, on s'interdit de bosser, certaines compétences parce qu'on se dit que les hommes le feront mieux ou que les femmes le feront mieux. Et finalement, si on se mettait tous sur le même pied d'égalité, peut-être qu'on ferait les choses de la même façon parce qu'on aurait, justement, il me disait: «Les femmes ont un esprit plus critique que les hommes parce qu'elles ont une vision plus large». Je ne sais pas si on a une vision plus large. Je pense qu'on pourrait tous avoir une vision large si on s'autorise le droit d'avoir une vision plus large, en fait. Donc je ne sais pas si, nous-mêmes on ne s'attribue pas des rôles, voilà, des rôles à chacun alors qu'on pourrait peut-être partir sur le même pied d'égalité et travailler de la même façon. Mais, voilà, c'est des choses comme ça, qui sont ancrées, en nous et qui font que, bon, ben, on avance toujours en se disant: «Est-ce que ça je peux le faire?» Ou est-ce que j'ai plus de facilité à le faire parce que je suis une femme ou parce que je suis un homme? Alors que finalement on devrait essayer de tout faire pour voir, où est-ce qu'on a, on a des compétences naturelles, hein, forcément, mais après il y a des compétences qui ne sont pas forcément naturelles et qui peuvent se travailler pour obtenir un résultat, plus que satisfaisant, voire très bien. Donc peut-être qu'il faut arrêter, ces rôles-là que l'on se donne et aussi se faire confiance.
Parce que si on reprend, le milieu professionnel, il y a le plafond de verre que l'on nous met, que l'on subit et il y a le plafond de verre aussi que l'on se met. Parce qu'on va penser à autre chose. On va se dire: «Ah bah, peut-être que, je vais pas passer mon concours cette année». Par exemple, si on a, pour avoir un moi je suis dans la fonction publique, donc l'évolution c'est par concours. Donc je me dis: «Ben, voilà, je peux comprendre que, les femmes se disent: "Bon ben, je suis mère de famille, peut-être que je ne vais pas passer mon concours, cette année ou dans l'année qui vient ou j'attendrai 5 ans parce que, voilà, les enfants ne sont pas encore autonomes, je dois m'en occuper et cetera». Alors que, bah, peut-être que son mari qui est aussi dans la fonction publique et passe aussi des concours, va pas se retenir, de passer son concours cette année parce qu'il va se dire: «C'est pas grave, je sais que je peux m'appuyer, sur ma compagne, parce que je sais qu'elle va gérer pendant que je serai en train de réviser». Et en fait, je pense que des fois ces discussions, elles n'ont même pas lieu enfin quand on est en couple, elles n'ont pas forcément lieu. C'est déjà, la femme qui prend la décision en se disant: «Je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut que je m'occupe des enfants, que voilà et cetera». Et en fait, c'est ça. Alors que les hommes, ils ont moins, peut-être moins ces réflexions-là. C'est ultra intéressant ce que tu nous as partagé comme réflexion, donc je vais rebondir avec mes petites notes parce que bah, c'est quelque chose qui m'a vraiment grave parlé. Et en fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, du coup, déjà, tu parlais des enfants et c'est vrai que bah, malheureusement, dans la société, parce que forcément, c'est plus, enfin forcément, avec les biais qu'on a, les préjugés qu'on a, les femmes, elles vont plus se diriger vers les métiers du care, par exemple, pour s'occuper des autres, parce qu'en fait, c'est une capacité, on va dire, qu'on intègre dès le plus jeune âge. Ah bah ça, c'est pour les femmes. Les femmes, enfin les petites filles, elles sont censées être douces. Les garçons, eux, bah ils sont censés être plus bagarreurs et tout. Il y a pas de souci. Du coup, un garçon va le mettre comme compétiteur, donc potentiellement, il va plus se diriger vers des métiers, par exemple, dans la finance, on va dire. Je dis des exemples au hasard et la femme, bah, du coup, elle va plus se diriger vers des métiers avec les enfants. Surtout, comme tu disais très bien avec l'exemple des concours, par exemple, c'est que c'est vrai qu'en plus, il y a le poids déjà de la société pour la maternité, parce que moi, déjà, enfin, j'ai 28 ans et je le ressens déjà, en fait, ce poids pour être enceinte, parce qu'attention, hein, il y a l'horloge biologique, hein, faut aller vite et tout. Alors que les hommes, eux, en fait, ils ont pas ce poids. Même, enfin, eux, ils s'en foutent parce qu'ils peuvent avoir des enfants pendant toute leur vie. Enfin, bon, après, bon, c'est sûr, après un certain âge, c'est très égoïste pour l'enfant. Mais on va dire, eux, ils ont cette liberté que nous, c'est vrai qu'on n'a pas. Parce que je pense, ouais, on donne la vie et ça s'explique aussi parce que bah, j'avais vu une stat, bah, je la remettrai dans la description de l'épisode, que bah, 80% des inégalités de salaire, bah, ça provient du congé maternité, du fait que la femme donne la vie. Et en fait, c'est vrai que j'ai aussi cette impression que la société, en fait, elle est construite, enfin, c'est pas une impression, c'est la réalité, parce que c'est une société patriarcale, que autour des hommes, que de la performance, que de ce genre de choses, alors que les femmes, elles ont pas leur place dans cette société. Déjà dans les entreprises, c'est bon, les choses évoluent, mais ça évolue lentement pour tout ce qui est arrêt menstruel, pour tout ce qui est prise en charge, même le retour du congé maternité, prise en charge, enfin du congé parental. Là, bon, ce que j'ai compris, le congé parental, il va évoluer, il va être beaucoup mieux rémunéré qu'il l'était jusqu'à présent, parce que je pense qu'il y a des problèmes. Enfin, vu il y a manque de place en crèche, etc. Les entreprises et tout, enfin, et le gouvernement, ils se mettent à agir. En fait, c'est que quand on est devant le pied du mur qu'on se dit ah bah tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Et puis en plus, ce que tu dis, ça me fait aussi penser que, par exemple, dans l'exemple de la tech, j'avais vu une étude de GenderScan 2021, je mettrai aussi le lien dans la description, que en gros, il y avait une stat qui est assez dingue, c'est qu'en fait, les femmes étaient beaucoup plus découragées par leurs professeurs, par leur entourage, d'aller dans les métiers de la tech que les hommes, juste parce qu'elles sont des femmes et qu'on leur dit, mais ah non, enfin, je sais pas, t'es une femme, tu vas pas faire de la tech, c'est pour les garçons, ça. Et puis même par rapport à la tech, euh, ce qui est aussi marrant entre guillemets à savoir, c'est que quand au tout début de la tech, en fait, c'était les femmes qui étaient en plus grand nombre, enfin en majorité,
parce qu'en fait, on se disait: «Bon, c'est un truc de femme», hein. Et au finalement, quand on s'est rendu compte que: «Ah bah tiens, la tech, c'est un vrai potentiel», et ben là, plein d'hommes sont arrivés. Il y a eu plein de marketing, par exemple, on dit Game Boy et on dit pas Game Kid, par exemple. Et du coup, enfin, c'est plein de choses dans ton imaginaire, ta construction, parce que quand tu viens sur Terre, bah, bien sûr, tu as ta construction sociale, mais tu as aussi ton héritage. Bah, nous, par exemple, les femmes, de toutes les femmes qui étaient avant nous, de toutes les femmes qui sont battues, de toutes les femmes qui ont fait des choses, et il y a ce poids qui est vraiment sur nos épaules. Et parce que bah, quand vraiment, j'avais aussi pensé au livre de, enfin, la deuxième BD de Blanche Chabat avec Sandrine Mirza sur l'histoire de France au féminin, où en fait, c'est une très très belle BD qui raconte bah, vraiment l'histoire du point de vue des femmes, parce qu'encore une fois, c'est un truc qui n'est pas du tout enseigné à l'école. Enfin, moi, je me rappelle, hein, déjà dans ma scolarité, enfin au collège, ça m'avait vraiment marqué, j'avais entendu au collège que 3 noms de femmes inspirantes: Rosa Parks, Marie Curie et Jeanne d'Arc, et pas d'autres. Donc, c'est sûr qu'après, si c'est construit ainsi, je vois pas. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de se dire, bah, les femmes, elles ont changé le monde, parce qu'en fait, on les a effacées. Et puis, il y a plein d'histoires aussi où, par exemple, la Rosalind Franklin, qui, de mémoire, c'est elle qui a trouvé la structure en double hélice pour l'ADN. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça où en fait elles se font piller, et en fait on n'a pas le droit d'exister tel qu'on est. Et en fait, je pense que c'est aussi ça le problème de notre société. Ça se voit aussi avec tous les conflits, pour rebondir à ce que tu disais, que avec tous les conflits, etc., on n'a pas le droit d'exister. Et en fait, dès que tu es différent bah, de la grande norme, on va dire, bah, tu vas être exclu, enfin, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas d'esprit critique. En fait, enfin, surtout avec les réseaux sociaux, hein, où tout arrive cru dans ta bouche, parce que voilà, les algorithmes, ils vont te donner que les trucs que toi t'aimes. Et forcément, donc tu as un biais de conformité, et du coup, si tu es différent de la norme, bah, c'est quelque chose qui passe pas. Et puis bon, après, les intelligences artificielles, ça va aussi reproduire certains biais. Donc, je sais pas, il y avait une étude du collectif Jamais sans elle qui m'avait marqué. Par exemple, enfin, c'était avec le début de Midjourney pour générer des images, et enfin, c'était écrit en anglais, mais quand on disait un CEO, et ben en fait, c'était que des hommes blancs en costume qui ressortaient. Et quand on disait secretary, c'était forcément des femmes avec des gros seins, blondes. Donc, en fait, il faut créer vraiment des vrais nouveaux imaginaires pour que tout le monde puisse se projeter, quoi. Oui, oui, mais c'est exactement ça et je rebondis sur ce que tu disais quand, tu parlais de l'enfance. Effectivement où, bah, voilà, des petits enfin les femmes se dirigent vraiment vers tout ce qui est soins, mais bizarrement quand elles sont petites, elles jouent à l'infirmière, pas au médecin. C'est souvent elles sont infirmières. Alors il y a pas de effectivement, moi je pars du principe que si elles jouent à l'infirmière, elles peuvent aussi jouer au médecin et que les petits garçons peuvent jouer aux infirmiers, comme ils peuvent jouer aux médecins. Moi j'ai pas de souci entre infirmière, médecin, aide-soignant, il y a pas de hiérarchie à faire dans les métiers, mais c'est simplement qu'effectivement, il faut pas qu'on se dise simplement que les petits garçons s'ils veulent travailler dans le soin, visent plutôt des métiers comme médecin, alors que, les femmes, elles, vont viser des métiers, d'aide-soignante et d'infirmière. Et effectivement, on dit même d'ailleurs le syndrome de l'infirmière. On dit pas le syndrome de l'infirmier. Quand on aime prendre, soin des autres, et que ça devient même presque, voilà, dans les relations, dans les liens sociaux, on parle du syndrome de l'infirmière, pas de l'infirmier ou pas du médecin, bizarrement. Donc voilà, il y a tout ce vocabulaire aussi qui est à changer et il faut pas hésiter, parce que des fois on n'ose pas trop le faire et je peux comprendre. On est, à discuter avec des amis, avec des proches, enfin de la famille ou des collègues. Effectivement, il y a des discussions, voilà et puis qui partent avec, l'utilisation d'un certain vocabulaire, qui, en fait, continue, d'accentuer ces inégalités. Il faut pas hésiter. Je pense que ça, c'est voilà, les petits combats que chacun, peut mettre en place, c'est-à-dire, ne pas hésiter à corriger, mais alors, voilà, avec le tact qu'il faut évidemment, mais à dire que bon, bah, effectivement, on peut ne plus employer, ce genre de termes parce que ça contribue à favoriser les inégalités, et puis voilà, une petite fille, elle peut jouer, à devenir médecin, à devenir pompier, voilà, à espérer le devenir en tout cas.
Parce qu'au niveau du jeu, il y a quand même effectivement des efforts, hein, qui sont quand même faits. Il faut pas dire qu'il y a pas d'efforts qui sont faits, mais comme tu disais, ces efforts, sont faits petit à petit. Donc aujourd'hui, on voit des jeux qui sont non genrés. Donc effectivement, les petits garçons, les petites filles, voilà, peuvent s'amuser, créer, voilà, que leur imagination, déborde, mais en se mettant à toutes les places et ça, c'est top, que ça se fasse de plus en plus. Mais il faut qu'au delà du jeu, vraiment, ça soit dans les consciences pour, l'avenir. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un métier, je veux devenir astronaute, voilà. J'ai pas besoin d'être un garçon pour dire que je veux devenir astronaute. Alors oui, il y a des femmes astronautes, certes, mais est-ce que je sais pas si en comparaison, je connais pas les stats. Est-ce qu'il y a autant de femmes astronautes que d'hommes astronautes? En fait, il faudrait qu'on arrive à avoir une égalité. Alors parfaite, on va jamais avoir une égalité parfaite et ce serait même très bizarre. Ça veut dire qu'on à mon avis, on gonflerait les chiffres, hein. Mais en tout cas avoir, voilà, des chiffres qui augmentent, en tout cas dans ces métiers-là qui, hier, n'étaient pas accessibles, aux femmes. Il faudrait qu'on ait vraiment, vraiment beaucoup plus, de femmes qui accèdent à ces métiers-là et à l'inverse aussi. Des métiers qui étaient destinés, hein, aux femmes, il faudrait qu'on ait plus, voilà, d'hommes qui puissent, faire ces métiers-là aussi, hein. Mais c'est du travail au quotidien, voilà, ne pas hésiter à dire que bon, ben, ça effectivement, c'était, utilisé avant, mais qu'aujourd'hui, voilà, il faut qu'on change ce vocabulaire-là pour pouvoir avancer aussi. Et comme tu disais, ben, les IA, hein, l'intelligence artificielle, hein, elle apprend de nous. Donc forcément, et plus on va avancer et plus, les IA seront présentes dans notre quotidien. Donc c'est maintenant, effectivement, c'est une raison en tout cas de plus, justement pour éliminer, de notre vocabulaire, de nos pensées, de nos consciences, voilà, toutes ces différences que l'on fait entre, les hommes et les femmes. Non, je te rejoins encore totalement par rapport à ce que tu dis. Et quand tu parlais de vocabulaire à changer, ça m'a tout de suite fait penser, par exemple, aux entreprises. On en discutait avec Mintou d'Énergie Femme tout récemment, qui, bah, quand ils publient une offre d'emploi, en fait, ils disent je cherche un directeur. Et en fait, quand tu dis je cherche un directeur, en fait, t'as même pas pensé à une seule seconde que ça puisse être une femme, une directrice qui vienne chercher ce poste. Et il y a aussi des études qui montrent que bah, si une femme voit directeur, bah, ça va pas lui donner envie parce qu'elle se dit bah, c'est pas fait pour moi. Alors que si elle voit directeur, directrice, là elle se dit ah bah oui en fait du coup c'est bon, je peux venir parce que c'est fait pour moi. Il y a directrice et du coup c'est vrai que c'est tout un vocabulaire à changer et je suis aussi d'accord avec toi par rapport au métier parce que par exemple ça me fait directement penser au métier sage-femme. Euh, Bah sage-homme il en existe et il en faut aussi en fait et c'est aussi important de valoriser dans les deux sens, comme tu disais, parce que c'est vrai que c'est chouette s'il y a des femmes qui sont dans des postes plus de direction, mais aussi c'est chouette que des hommes soient à des postes plus intermédiaires, déjà pour équilibrer la balance, surtout que vu qu'on est des êtres humains, on est tellement complémentaires. Donc en fait, notre complémentarité, elle peut être à plein de niveaux différents en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et en fait, c'est vrai que le problème actuel, c'est surtout que on peut, enfin, quand on est femme, on rêve moins grand que si on est né homme, parce que bah, justement, il y a déjà des barrières, il y a déjà des carcans que les hommes n'ont pas forcément, ils ont pas, enfin, ils ont plus de liberté, mais quoique, ils ont plus de liberté pour aller dans des postes à direction. Mais par exemple, s'ils veulent aller des postes plus intermédiaires, là, on va leur dire, mais enfin, t'es un mec, t'es un homme. En fait, il y a aussi, ça va, c'est vrai, dans les deux sens. Et c'est vrai que le féminisme, c'est pouvoir ouais, inclure les hommes au combat, leur permettre aussi de faire ce qu'ils veulent, de pouvoir exprimer leurs émotions, parce que mine de rien, avec cette société qui leur dit bah non, un homme, un vrai, ça pleure pas. Et ben après, si tu gardes tout pour toi, c'est hyper malsain parce que ça te bouffe de l'intérieur. Et je crois même qu'il y a un taux de suicide plus élevé chez les hommes que chez les femmes, ce que j'avais vu passer. Et parce qu'en plus, les hommes, ils vont beaucoup moins chez le psy que les femmes, parce que les femmes, on va dire, c'est plus encouragé, parce que bah voilà, une femme, c'est plus émotionnel qu'un homme, c'est plus empathique qu'un homme par rapport à tout ce qu'on a comme représentation. Et du coup, ouais, c'est important de pouvoir changer en effet dans les deux sens.
Oui, oui, c'est très intéressant, hein, ce que tu dis, par rapport à la santé mentale, hein. Parce qu'aujourd'hui, hein, c'est un vrai sujet, qui est enfin abordé. J'ai vu pas mal, voilà, de documentaires, de petites vidéos, de statistiques par rapport aux hommes qui effectivement, voilà, ne prenaient pas en compte il y a encore quelques années, les problématiques de santé mentale, qui ne voulaient pas aller, consulter, qui ne voulaient même pas parler avec leurs amis hommes de leurs problèmes, des problèmes qu'ils rencontraient, tout ce qui est voilà, bon, santé mentale, hein, dépression et cetera, ou même sensibilité, hypersensibilité et c'est vrai que parce qu'ils sont dans ce rôle d'homme, hein, que où on leur dit, bah, un homme fort, un homme viril, hein, ne doit pas pleurer, s'il y a un problème, bah, voilà, il doit le régler, il doit pas se laisser en fait déborder parce qu'après tout, c'est pas une femme. Les problèmes, hein, c'est pour les femmes. Donc ils sont tellement dans ce rôle-là qu'aujourd'hui, bah, ça pose problème parce que, ben, ils ont de la charge mentale, ils ont des problèmes de dépression, il faut qu'ils trouvent une solution pour gérer, parfois leur hypersensibilité et ça, c'est compliqué. Donc de plus en plus, il y a de la sensibilisation par rapport à ça. Mais c'est vrai que, voilà, il leur faut aussi, bah, prendre en compte que, il faut pas se laisser aller de ce côté-là parce qu'après c'est, bah, effet boule de neige, hein, peut-être que ça a aussi un impact sur, les violences faites aux femmes, le comportement en tout cas, avec les femmes, la façon, dont on considère la considération qu'ils ont aussi pour les femmes parce que justement, ben, certains problèmes, qu'ils ont ne sont pas réglés et du coup, ils sont tellement dans ce rejet de régler leurs problèmes qu'ils s'en prennent, aux femmes qui, bah, voilà, ça peut être de la violence, ça peut être, des comportements. Moi, je vois les commentaires, sur les réseaux, des hommes, sous des publications parfois, ce ne sont pas des publications féministes ou quoi que ce soit, hein. Sur des publications, quand je vois certains commentaires, et les profils, ce ne sont que des hommes. Que des hommes. Je me dis: c'est je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui aient peur d'être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a tellement d'attaques et les hommes, en fait, se déversent et je me dis: «Mais c'est terrible» et en fait, ce sont des hommes qui devraient peut-être, en tout cas certainement, régler et accepter, qu'ils ont peut-être certains problèmes, qu'ils devraient les régler et ne pas se venger, ben, sur le reste du monde et notamment sur les femmes, hein. C'est vrai que c'est c'est très compliqué la santé mentale et l'acceptation. Alors, c'est compliqué pour tout le monde, hein, tout individu, mais les hommes ont ce frein quand même à se faire soigner, sur ces sujets-là. Encore une fois, oui, on pense vraiment pareil, enfin ça clairement, je suis tellement d'accord qu'il y a cette masculinité, toxique qui est, très prononcée et puis ça me fait penser, il y a un livre, je sais plus qui c'est qui l'a écrit, ça s'appelle «Le coût de la virilité», donc ce que ça coûte d'être, un homme viril pour la société et c'est vrai qu'en plus, si on regarde les stats de façon plus générale, bah, c'est les accidents de la route, bah, c'est causé majoritairement par des hommes, enfin pour les gros accidents, parce qu'en fait les femmes elles font des petits accidents en ville pas très graves, mais quand c'est les hommes, bah c'est des accidents très très souvent mortels, même bah comme il y a plus de violence comme tu disais faites aux femmes, donc en plus on regarde les statistiques, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont en prison, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont agresseurs que les femmes, et comme tu dis aussi dans les réseaux sociaux il y a toute cette haine, et en vrai, oui, je pense que la solution, ce serait vraiment l'éducation pour pouvoir changer le monde, pour pouvoir changer ses comportements, parce que finalement, c'est un peu triste à dire, mais depuis des générations, le comportement des hommes, enfin pas tous les hommes heureusement, mais des hommes qui posent problème, et ben en fait il évolue pas. Même des fois, t'écoutes des choses, tu dis oh, non non mais c'est pas possible, on est en 2024, il se passe encore ça, mais j'arrive pas à y croire en fait que on ne puisse pas, enfin avec toute la connaissance, tout le savoir, tout ce qu'on peut propager de bien, et ben en fait on se concentre, bah, il se concentre sur la haine et ça détruit tout sur le passage. Donc donc ouais, l'éducation, planter des petites graines d'éveil féministe, c'est quelque chose d'important, et c'est pour ça que voilà, j'aime bien inviter plein d'invités à mon micro. Donc j'aimerais aussi inviter des hommes, mais c'est vrai que pour le moment j'en ai que deux dans mon panel parce que ça s'est fait comme ça. Mais en tout cas, si des hommes nous écoutent et veulent venir au micro de Matrimoine Féministe pour parler d'un sujet en rapport avec le féminisme, ce serait avec grand plaisir de les interviewer, évidemment.
Oui, c'est très intéressant de prendre leur avis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les questions féministes, c'est vrai qu'on a tendance d'abord, à parler de ça entre femmes. Parce que bon, pour plein de raisons, parce qu'effectivement, bon, on a tous été biberonnés au patriarcat, donc on a toujours peur de la réaction, bah, des hommes, face en fait à nos discours, à nos échanges, qui sont, voilà, qui prônent l'égalité, entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que tous et il est bon de le rappeler, tous les hommes ne sont pas des hommes, toxiques, ne sont pas des hommes, qui veulent absolument imposer le patriarcat. Il y a beaucoup d'hommes qui sont ouverts, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient prendre la parole, mais peut-être qui n'osent pas ou peut-être qu'effectivement ils ne se font pas connaître et donc parce qu'ils ne se prononcent pas quand il y a des débats comme ça, de peur d'être, justement, voilà, mis de côté ou dire: «Bon, bah, comment ça se fait que tu as ce genre de discours-là? Tu es pas un vrai homme», voilà, bon. Donc effectivement, je pense qu'il y en a plein, qui n'osent pas forcément et il faudrait en tout cas qu'on puisse les voir, de plus en plus pour, les inviter justement, sur ce genre de débats, de podcasts et qui s puissent se faire entendre parce que, heu, toutes les femmes ne pensent pas comme ça, toutes les femmes ne sont pas féministes et tous les hommes ne sont pas, antiféministes, hein. Il y a forcément, à chaque fois, des femmes qui, elles, vont dire: «Non, non, je suis très bien comme ça, moi je veux pas que les choses changent, c'est très bien comme ça, voilà, bon, bah, faut pas changer les choses, il y a de quoi vous vous plaignez, soyez déjà content de ce que vous avez». Et il y a des hommes qui sont pour ces changements-là, parce qu'ils savent que, ça ne peut être que bénéfique, hein, et donc il faut qu'ils se fassent entendre. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est, la majorité silencieuse, bah, un peu comme sur les réseaux sociaux, en fait, la haine, on voit surtout, bah, les hommes toxiques, mais en fait, bah, les gens normaux qui sont bien pensants, bah, comme moi, comme toi, comme d'autres, plein d'hommes, bah, en fait, ils interviennent pas forcément puisque des fois aussi, tu pas la charge mentale non plus pour aller te battre en commentaire. Tu dis: «Non mais c'est bon, flemme», par exemple, parce que moi, c'est ce que je fais, hein, voilà. Et c'est propre à chacun et c'est il faut être en accord avec soi-même. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup d'hommes notamment, qui sont féministes, mais ou même qui sont féministes mais sans vraiment le savoir. Parce que, par exemple, mon père, lui, enfin, il m'a transmis une éducation féministe avec ma mère et pourtant, il se revendique pas forcément comme quelqu'un de féministe alors que, bah, il est pour l'égalité, femmes-hommes. Mais bon, après, bon, le féminisme, c'est aussi quelque chose qui peut être un peu touchy, qui peut avoir une mauvaise image parce que bah, une incompréhension et c'est tout le problème de l'esprit critique, hein, parce que si on vient pas se questionner par rapport à ce qu'on entend, si on va pas chercher les sources, si on n'a pas ce chemin-là, bah, encore une fois, il y a des biais qui arrivent et ça change toute ta façon de penser. Enfin, ça la perturbe, quoi. Oui, oui, c'est sûr et puis je pense que effectivement, tu prenais, l'exemple de ton papa, c'est parce que tout simplement il n'avait pas posé de mots sur ses actions, sur son éducation. Comme beaucoup, effectivement, c'est aujourd'hui où de plus en plus on va parler de féminisme. On a ce mot qui rentre un peu dans toutes les discussions. Mais avant, il y avait plein de gens qui avaient plein d'actions, féministes comme on dit, mais aujourd'hui, mais pour autant qui ne posaient pas de mots dessus parce que pour eux, c'était la normalité. Mais le problème, c'est que comme c'était pas la normalité pour tout le monde, il a fallu quand même que ce mot, à un moment donné, soit posé sur des actions, parce que, il fallait qu'on puisse le nommer. Sinon, les gens disaient: «Bah, c'est une éducation un peu, voilà, bon, pourquoi tu éduques ton garçon comme tu éduques ta fille? Ce sont pas les mêmes, tu lui donnes une éducation de femmelette», bon voilà donc c'était, j'imagine que ça devait être compliqué aussi de pas poser de mots, sur ça, donc bon, il a fallu taper du poing sur la table et dire: «Bon, bah, voilà, c'est l'éducation féministe, c'est comme ça et puis, vous faites avec». C'est ça, les choses sont naturellement imposées. Par contre, c'est vrai que l'heure tourne. C'est vrai que j'aurais aimé continuer cette discussion. C'est pareil, hein. Toutes mes invités de Matrimoine Féministe, on pourrait parler des sujets comme ça pendant des heures, des heures, des heures. Mais du coup, là, on va se diriger tranquillement vers la conclusion de l'épisode. Alors, j'ai toujours les mêmes petites questions que je pose en fin d'épisode à mes invités. Donc, quel serait pour toi le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit?
Quel serait le mot de la fin? Eh ben, écoute, en tout cas, c'était une discussion qui était très, très intéressante, hein. C'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Vraiment, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait encore plus d'hommes, hein, sur ce podcast. Ce serait vraiment, non, mais vraiment, c'est pour moi, c'est je pense, ce serait la conclusion parce que c'est bien d'en discuter entre femmes. Si on veut faire bouger les choses, ce serait effectivement que les hommes, puissent, aussi échanger avec nous et vraiment, sans a priori. Moi, je dis toujours que quand on échange avec quelqu'un, il faut pas avoir de préjugés ni d'a priori, être dans l'humilité, écouter la personne et effectivement, peut-être on fera pas changer d'avis, tout le monde, mais peut-être qu'on plantera, comme tu disais, des petites graines et c'est d'ailleurs pour ça que moi, ce que j'aimerais, c'est que en tout cas, mon roman il ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein, il s'adresse aux hommes et aux femmes, voilà, j'aimerais que tout le monde puisse le lire, même si les hommes auraient peut-être peur en voyant le pitch, du roman, mais il faut qu'ils le lisent parce que justement, ça leur permettrait de comprendre certaines choses aussi et de ne pas se braquer tout de suite en disant: «Le féminisme, c'est, l'enfer, sont des femmes, qui veulent sortir, voilà, de la place dans laquelle elles doivent rester». Il faut vraiment que les hommes, se mettent, voilà, puissent discuter avec nous, voilà, avec du tact, et puis qu'ils soient ouverts et que nous soyons aussi ouvertes, et qu'on puisse leur faire comprendre qu'il faut qu'on fasse bouger les choses ensemble, en fait. Entièrement d'accord, du coup, il faut être dans une démarche mutuelle de compréhension, de l'autre et bah, du coup, pour comprendre l'autre, c'est s'y intéresser, c'est déjà la curiosité et c'est un très bon point donc j'invite les personnes qui nous écoutent, hommes, femmes, personnes trans, et autres, genres, parce qu'il y en existe, plein, de pouvoir, lire ton livre pour, bah, déjà, bousculer un peu les imaginaires qu'on peut avoir, type, La Servante écarlate donc voilà. Et dans la suite des petites questions, c'est quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? C'est vrai que, bah, juste, pour les invités, parce que j'ai lu un livre qui ressemble beaucoup au tien, qui s'appelle enfin beaucoup au tien, dans le sens, régime matriarcal, qui s'appelle «L'Empire des femmes» de Cassandre Lambert, que je recommande aux personnes, qui nous écoutent également à lire, en plus de ton livre. Oui, ben, en fait, effectivement, hein, des podcasts comme le tien, il faut pas il faut aller à la recherche de l'information. Et savoir faire le tri quand même parce qu'il faut pas, lire, tout, parce qu'on enfin, on sur internet, on trouve de tout et de n'importe quoi. Donc il faut quand même essayer, d'aller chercher de l'information. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, donc on a pas mal, d'émissions, courtes, on a YouTube, on a Instagram, on a des podcasts et donc il faut, pas hésiter à aller, écouter, se renseigner. La littérature, évidemment, la littérature, il y a pas mal de livres, hein, effectivement, qui parlent, voilà, du féminisme, de la place des femmes, des points de vue de femmes aussi. Donc il faut se renseigner. Il y a plein de ressources qui existent de plus en plus et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Donc voilà, il faut pas rester, sur ses acquis, mais il faut s'ouvrir, voilà, pour découvrir de nouvelles voies. Oui, c'est important de sortir de sa zone de confort, en effet. Et dans la signe, une petite question aussi, bah, qui sont tes rôles modèles? Bon, normalement, j'inverse les questions, mais là, j'ai un peu zappé, donc je te la pose après les ressources. Mes rôles modèles? Bon, ben, évidemment ma maman, mon modèle et puis, après, alors quand tu dis rôle modèle, tu parles de quel domaine exactement? Sens large. Sens large? Bon, alors c'est surtout ma maman et l'éducation qu'elle m'a donnée, fait qu'aujourd'hui je suis la femme que je suis et donc, voilà, je suis très fière d'être cette femme-là, donc c'est ma maman. Cœur, sur, les mamans, Exactement. bah, trop, trop mignon, je comprends. Moi aussi, c'est pareil, c'est mon rôle modèle. Bah, oui, mais parce qu'on parlait de l'éducation tout à l'heure et j'ai des frères, j'ai des sœurs et on a tous été éduqués de la même façon. Pas de différence, sur les tâches, ménagères, pas de différence, sur ce qu'on doit faire, et donc à partir du moment où il y avait l'égalité à la maison, entre les enfants, bah, franchement, j'ai envie de dire que j'ai grandi avec ça et c'est ce qui me permet aujourd'hui, de vouloir que cette égalité, elle soit, chez tout le monde.
Ouais, non, je comprends, c'est ton moteur, pour la suite. C'est vrai que c'est important de se reconnecter à son enfant intérieur, pour savoir quels sont nos désirs profonds, parce qu'il y a toujours des choses dans l'enfance par rapport à ça. Donc, c'est très beau ce que tu dis. Merci. Et du coup, il me reste aussi, il me reste deux questions. Donc, une des 2 pour commencer, c'est que signifie le terme féminisme pour toi? Alors le féminisme, hein, on en a parlé tout au long, de notre discussion, mais c'est vraiment, l'égalité, hein, l'égalité de traitement, sans enfin, on ne différencie pas le genre, et puis ça va au-delà parce que, on parle de féminisme, hein, mais moi je dirais que vraiment c'est sur l'égalité des populations, donc voilà, on pas de discrimination, que ça soit de genre, d'origine, de culture, de religion. C'est vraiment une égalité pour tous et c'est ça et c'est surtout une égalité pour tous, mais comme je le disais tout à l'heure, sans a priori, sans préjugés, parce que des fois, on va se dire: «Ah bah oui, moi je suis féministe ici, je suis très ouverte», mais dès qu'on va se retrouver face à une problématique, d'une femme, qu'on va retrouver au fin fond du Soudan, bizarrement le féminisme, on va plus l'appliquer, ou en tout cas notre regard va changer, vis-à-vis de cette personne-là parce qu'on va se dire que c'est pas la même culture, qu'effectivement, on va dire qu'elle est soumise et cetera sans essayer de se renseigner sur la culture dans laquelle elle est, dans l'environnement dans lequel elle vit et on va tout de suite, monter sur nos grands chevaux en disant: «Non, non, il faudrait que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça». Donc c'est ça, en toute humilité, on se débarrasse de nos préjugés et de nos a priori et on souhaite l'égalité pour tous. C'est ça pour moi le féminisme. Oui, je te rejoins complètement, c'est clairement un féministe un féministe intersectionnel et ça me fait aussi penser avec encore une fois avec la discussion que j'ai eue récemment avec Mintou parce qu'elle, du coup, elle vient, du Sénégal et en fait, elle nous disait parce qu'en fait, elle a une ça devrait te plaire, hein, parce qu'en fait, elle est issue, d'une tribu, les Lébou, qui est, une tribu matriarcale dans ce régime-là et en fait, elle me disait qu'elle, enfin, c'était pareil que toi, qu'il faut pas voir avec nos yeux d'occidentaux, apporter des jugements sur, des cultures, différentes de la nôtre. Parce que, par exemple, au Sénégal, les problématiques de négocier son salaire, bah, c'est pas ça qui fait que ça intéresse les femmes. Parce qu'au Sénégal, en tout cas dans sa tribu, bah, en fait, l'homme, il donnait tout son salaire à la femme et en fait, la femme, après, elle gérait. C'était elle la boss, c'était elle la queen et du coup, en fait, on peut pas leur dire bah va travailler au même titre que les hommes alors que finalement l'homme il donne déjà tout l'argent donc ça sera en mode incompréhension genre mais j'ai déjà de l'argent pourquoi je dois travailler pour en avoir plus alors que moi je suis très bien comme ça enfin c'est vrai que c'est des choses importantes c'est pour ça que bah, j'aime bien faire intervenir sur mon micro une diversité d'invités pour qu'on puisse bien comprendre un panel bah, varié d'avis bah, c'est comme ça aussi qu'on construit son esprit critique, hein, et parce qu'on est confronté à quelque chose qui est différent de nous, et au lieu de direct juger, bah, on essaye d'être dans cette démarche de compréhension, de comprendre pourquoi ça se fait comme ça, et de faire un pas de côté. Ouais, non, non, mais c'est exactement ça et c'est hyper intéressant donc j'attends la diffusion de son de son passage, chez toi pour pouvoir écouter ce qu'elle a à dire parce qu'effectivement, je pense qu'on se rejoindrait sur pas mal de choses. Mais c'est ça, c'est l'humilité. Il faut, savoir se déshabiller, voilà, de tous nos préjugés, voilà, c'est ça. Carrément. Bah, déjà, tu peux déjà l'écouter parce il a été publié le 17 juillet, donc là, on Et est ben, tout fraîchement. tout fraîchement, ouais, exactement. Donc, je suis sûre qu'il te plaira. Et dans la dernière question, c'est qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Eh bien, écoute, je pense à Camille de Decker, hein, qui est, du coup, la fondatrice de la maison d'édition Beta Publisher, hein, où mon roman, va être publié et donc qui a, créé la collection À sexe égal, hein, justement pour faire entendre, en tout cas, les voix, féministes et donc voilà, c'est une initiative, qui est superbe. Il y a d'autres maisons d'édition, hein, qui ont, des volets, féministes, mais c'est vrai que, le regard de Camille de Decker et son point de vue, il est très, très intéressant et ce serait pas mal effectivement, qu'elle soit invitée, sur ce podcast pour pouvoir justement, parler, de pourquoi elle a créé, cette collection et voilà et ce qu'elle envisage de faire par la suite donc
Donc ouais, pour moi, ce serait bien de l'inviter. Ça serait avec grand plaisir de l'inviter. Mais je crois que c'était Caroline qui fait aussi partie de Caroline Peffer, qui fait aussi partie de ta maison d'édition que j'ai aussi interviewée. Oui, Samantha Fetelson aussi, elle fait aussi partie de ta maison d'édition et je l'ai aussi interviewée. Donc c'est bien, en fait, je suis allée à l'événement de Beta Publisher et les 3 autrices qui sont présentées, je les ai toutes fait à mon micro parce que j'ai trouvé ça trop bien, tout ce que vous présentez. Ah non, non, mais on est contente, hein, on est contente effectivement que cette collection-là, puisque effectivement, Samantha et Caroline, hein, font partie de la maison d'édition, mais surtout, en tout cas, elles ont publié des romans, dans cette collection, à sexe égal et non, non, c'est sûr que, il faut entendre leur voix aussi, c'est des sujets dans le féminisme, on retrouve des sujets différents, hein, comme, le thème du harcèlement pour Caroline, par exemple, et puis les petits guides, de Samantha, pour ouvrir le féminisme, à tous. Donc c'est hyper important effectivement de faire entendre ces voix-là. En effet, du coup, c'est vrai que interviewer Camille, ce serait une nouvelle personne de Beta Publisher. Enfin, elle, c'est même celle qui a mis en place la collection à sexe égal auquel les autrices comme toi, j'ai fait interviewer. Donc ouais, ce serait avec grand plaisir d'échanger avec elle. Je suis sûre que l'échange serait aussi très passionnant. Mais en tout cas, déjà, merci beaucoup Nelly pour cet échange. C'est passé très vite. Et merci aussi aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à toi Estelle, hein, et puis, à très bientôt. Ciao, ciao! Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!